Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On va évidemment revenir sur le mystère de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy avec Thierry Lenz dans quelques instants, mais d'abord j'accueille mon partenaire du jour, Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Bonjour Jean-Louis. Journaliste, grand reporter au Figaro Magazine, on se tourne tous les deux vers notre invité. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Thierry Lenz. Bon. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes et alors on va avoir la chance de vous voir de plus en plus sur Radio Courtoisie puisque vous animerez une émission. Vous serez patron d'émission également sur Radio Courtoisie. Mais vous êtes avant tout historien, directeur de la Fondation Napoléon. Vous êtes d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de Napoléon Ier, auteur de quelques livres, d'un très grand nombre de livres, mais je vais en citer seulement deux sur Napoléon. Napoléon III, La modernité inachevée aux éditions Perrin, Les mythes de la Grande Armée aux éditions Perrin. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est également parce que vous êtes un grand connaisseur de l'affaire Kennedy, de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Vous aviez écrit un livre, L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Histoire d'un mystère d'État, aux éditions Nouveau Monde. Également la série Que sais-je, l'affaire Kennedy, Que sais-je, chez Gallimard, évidemment. Et puis, vous avez publié récemment, puisque vous êtes un contributeur régulier au Figaro Magazine, vous avez publié un article dans le Figaro Magazine concernant cette thèse de l'assassinat, ces thèses de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui sont relancées. Pourquoi ? Eh bien, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, de nouvelles archives ont été ouvertes aux États-Unis. Plus de 13 000 rapports, télégrammes, notes, etc. ont été mis en ligne mi-décembre sur cette période-là, 62, 63. Et donc, on peut peut-être en savoir plus sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et c'est l'occasion pour vous de cet article au Figaro Magazine. Évidemment, on brûle d'en savoir plus, et c'est pourquoi on se tourne vers vous aujourd'hui, Thierry Lenz. Alors, je vais un peu vous décevoir parce oui. qu'effectivement, le Figaro Magazine avait titré sur des éléments nouveaux. Alors, ces éléments nouveaux ne sont pas liés à la mise à la disposition du public de ces 13 000 nouveaux documents, mais ils sont le résultat d'enquêtes multiples oui. qui durent depuis 50 ans. Ce qui vient d'être diffusé, ce sont, je dirais, des résidus qui restaient secrets. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi le gouvernement américain avait gardé secret un certain nombre de documents qui sont des bordereaux d'emploi, qui sont simple convocation de réunions, etc. Je dirais la diffusion de ces nouveaux documents a un intérêt, c'est qu'elle montre que le gouvernement américain n'est probablement pas prêt à livrer tous les éléments qui permettraient d'avoir, je dirais, confirmation de ce que l'on sait déjà sur cette affaire. Alors, on va revenir sur ce qu'on sait déjà, sur l'enquête finalement que vous avez déjà suivie de près, vous, notamment à travers votre livre. C'est très, très intéressant. À préciser, puisqu'on reste pour le moment sur les archives, vous le dites dans cet article, en fait, on dit rendu public, mais il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas rendus publics. Et puis des pages qui sont rendues publiques, mais qui restent caviardées, donc en gros, des grosses parties effacées. Et puis vous dites, finalement, il y a quelques archives qui vont jamais sortir, c'est celle du FBI et de la CIA. Oui, bien sûr. D'abord, ce qui est diffusé, le gouvernement américain garde le droit de masquer un certain nombre d'éléments relatifs à la sécurité nationale. Bon. Donc, ça veut dire que les documents se présentent évidemment comme une page entière, mais des passages entiers ont été noircis. Alors maintenant, ils ont une technique un tout petit peu moins agressive, si vous voulez, pour le lecteur, c'est qu'ils mettent maintenant des caches blancs. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que très souvent, on a simplement l'entête, on n'a parfois pas le destinataire, et puis dans le corps du texte, on a aussi des parties qui sont supprimées. La raison officielle, c'est que il ne faut pas, mettre en danger des agents qui seraient encore actifs. Après autant d'années, les agents qui ont été mêlés à cette affaire sont soit très très vieux, soit morts, évidemment.
et puis peut-être d'autres éléments sur des antennes qui auraient existé à l'époque du FBI, de la CIA, de contacts que les deux organismes avaient dans le milieu. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut être un peu naïf pour considérer que la diffusion de ces documents, de même que ceux d'ailleurs qui avaient été diffusés sous Bill Clinton, c'était près de 200 000 pages à l'époque, et on s'était aperçu, c'était l'anecdote qui faisait sourire, qu'à l'époque, une analyse d'urine de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, avait été classée top secret. Hein. Donc, si vous voulez, il faut jamais croire ce qu'on vous raconte et sûrement pas dans cette affaire-là. Alors, justement, j'aimerais bien, on va aller un petit peu dans le fond parce que vraiment, déjà, rien que la lecture de votre article et maintenant, j'ai très très envie de lire votre livre à ce sujet. Ne vous gênez pas. Non, je ne vais pas me gêner. Est particulièrement intéressant et revient sur la thèse dite officielle, mais en fait, vous le dites d'ailleurs très bien dans cet article, il y a 2 thèses officielles, mais je vous propose tout de suite d'écouter. Alors, c'est France 24 qui repasse les extraits sonores des médias américains au moment de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et puis après on revient sur l'affaire. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis, est assassiné à Dallas, au Texas. Un meurtre qui aura donné lieu à de multiples théories du complot. Certaines contredisant la version officielle, Lee Harvey Oswald est le seul assassin présumé. Alors c'est intéressant parce que j'aime bien la version. Alors c'est un document de France 24 qui a été retravaillé aujourd'hui, publié récemment, à partir évidemment d'archives, vous l'avez compris. Mais on y plaque nos nouvelles façons de parler, qui alimentaient de nombreuses théories du complot. Alors que, évidemment, et vous le dites très vite dans votre article et puis j'imagine dans votre livre, que finalement, la théorie officielle, la thèse officielle qui nous est présentée, celle finalement de la culpabilité de Lee Harvey Oswald, eh bien celle-là, elle a clairement du plomb dans l'aile et c'est évidemment là-dessus que je voudrais qu'on avance tous les deux aujourd'hui, Thierry Lenz. Le premier complotiste, puisqu'il faut utiliser ce mot, c'est la Chambre des représentants des États-Unis, puisque il y a eu 2 rapports officiels concernant l'assassinat de Kennedy. Le premier, c'est le fameux rapport Warren, qui a été établi dans l'année qui a suivi l'assassinat et qui conclut, comme vous l'avez dit, à la culpabilité du seul Oswald. Et puis, il y a eu, à la fin des années 70, un deuxième rapport qui a été rédigé après des mois de travail un petit peu plus sérieux que ceux de la commission Warren par la Chambre des représentants américaine et qui a conclu à la conspiration. Et qui a demandé d'ailleurs la réouverture de l'enquête au FBI, ce qui n'a jamais été fait. La conclusion de tout ça est arrivée 8 ans après la conclusion de la Chambre des représentants, sous la forme d'une lettre du FBI informant les représentants qu'il n'y avait rien de neuf. Et ils auraient pu rajouter circuler, il n'y a rien à voir. Ça aurait été beaucoup plus clair. Et vous comparez finalement les 2 enquêtes vous semblez suivre évidemment non pas l'enquête, non pas la thèse Warren, mais l'autre. Et vous nous expliquez pourquoi dans votre article notamment. Est-ce que vous pouvez revenir sur les éléments qui sont vraiment un peu gros dans le rapport Warren ? Oui. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le rapport Warren est constitué de 2 éléments. Le rapport de synthèse, qui est un gros livre, on va dire, de 700-800 pages. Et puis, à côté de ça, il y a 24 volumes de pièces qui sont la transcription des interrogatoires, les rapports intermédiaires, etc. Évidemment, ces 24 volumes sont rarement lus. Il faut avoir du temps, il faut lire l'anglais, etc. Et c'est à l'intérieur de ces volumes qu'on trouve les contradictions même du rapport. Si le rapport avait été publié sans les pièces, on serait probablement resté sur cette thèse parce que le rapport est relativement bien fait, il y a les schémas, les dessins, etc. Sauf que les pièces, elles, ont été diffusées. Et c'est à l'étude de ces pièces qu'on s'est aperçu que le rapport avait caché un certain nombre de choses, avait, proposé des interprétations qui pouvaient être contestées. Et ça a été fait dans les semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que la presse
américaine, mais surtout, et c'est très intéressant, la presse française à l'époque avait étudié ce rapport et avait conclu que la commission Warren avait voulu faire coller ses conclusions avec ce qu'il fallait penser de cette affaire, c'est-à-dire le tireur solitaire. Oui. Simplement pour les plus jeunes auditeurs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas bien cette affaire, et puis pour ceux qui auraient, comme la Belle au bois dormant, dormi pendant des années, il faut rappeler que on a arrêté le tireur présumé, Lee Harvey Oswald, et que ce même tireur, 2 jours plus tard, a été assassiné publiquement dans le commissariat de police de Dallas, comme si vous voulez, nous qui regardons beaucoup de films de mafia, comme si on avait voulu le faire taire. Hein. Oui. Et cet ensemble d'éléments, il a été interprété de façon conte de fées, on peut le dire, par la commission Warren. Alors revenons sur justement ces contre-enquêtes, ces comparaisons entre les deux enquêtes. Il y a l'histoire de 3 ou 4 tirs. Là, les deux enquêtes ne sont pas, les deux versions ne sont pas d'accord. La balle que vous appelez magique, ça c'est quand même particulièrement intéressant aussi. Et la provenance des tirs. Et finalement, vous allez nous rappeler ces 3 éléments. Quand on voit ces 3 éléments, on se dit que clairement la thèse, enfin la version officielle, qu'on entend encore dans la bouche du journaliste de France 24, ne tient pas du tout la route. Non, bien sûr, bien sûr. Dans cette affaire, il y a eu, on va dire, 2 phases très très rapprochées dans la journée du 22 novembre 1963. La première phase, c'est ce qu'on a un petit peu entendu, c'est-à-dire ce que les journalistes voyaient en direct, et on va dire dans l'affolement, dans le stress, etc. Ce qui a permis de dire, par exemple, aux premières dépêches, que la fusillade avait duré 20 secondes, qu'il y avait eu un grand nombre de coups de feu, etc. Bon. Sauf que dans la journée, on s'est aperçu qu'un spectateur, qui s'appelle Abraham Zapruder, avait filmé l'ensemble de la scène. Et si vous voulez, on disposait à partir de ce moment-là pour l'enquête d'un élément qu'on n'a jamais dans les enquêtes criminelles, c'est le film de l'attentat. Ce film de l'attentat, il est gênant pour la première version qui avait été donnée, c'est qu'il permet de minuter, si l'on peut dire, la durée de la fusillade. Or, la durée, c'est 6 secondes, non pas 20, comme on l'avait dit au début. Donc, dans ces 6 secondes, il faut faire entrer, on va dire, 3 tirs, puisque c'était la version officielle. Et du coup, il a fallu, tirer la vérité vers des choses assez invraisemblables, balistiquement impossibles, comme ce que vous appelez la balle magique, qui est censée être la première balle qui a été tirée sur le président Kennedy, qui aurait traversé son corps, traversé ensuite le corps du gouverneur du Texas qui se trouvait devant lui dans la voiture, aurait changé de direction bizarrement à l'intérieur du corps de ce gouverneur, et surtout serait ressorti intact, sans aucune déformation, et aurait été retrouvé dans son pantalon. Ouais. Enfin bon. Et ça fait un peu parce qu'évidemment, tous ces impacts ne pouvaient pas avoir été causés par la même balle. Ouais. Or, il en fallait 3. Il y en a une qui est celle-ci, la balle magique. Il y en a une qui a blessé un passant, ça on en est sûr, il a été blessé. Et la troisième qui a achevé Kennedy en faisant exploser sa tête. Donc il fallait absolument que tout ça tienne dans 3 balles. Alors on a inventé évidemment. Et pourquoi il fallait que ça tienne sur 3 balles, pour que ça ne soit que la même origine du tir? Voilà, exactement. Il fallait que ce soit le même tireur. Il avait un fusil. Alors moi, j'ai écrit dans l'article semi-automatique. On a fait beaucoup de réflexions. C'est un fusil, si vous voulez, à rechargement avec un cliquet. Là, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Or, ce fusil peut tirer 3 balles en 6 secondes. Simplement, il faut viser. Et la visée, Jean-Louis Tremblay qui est avec vous, sait de quoi on parle. Oui. Ça prend quand même, allez, on va dire, sa petite demi-seconde, en quelque sorte. Et il faut faire mouche les 3 fois. Ça, c'était balistiquement impossible, la balle intacte. Ensuite, même si Oswald, contrairement à ce qu'on a dit, était plutôt un bon tireur, il fallait quand même faire mouche les 3 fois. Et puis, sur le film, et je terminerai là-dessus, il y a un élément essentiel, c'est qu'au moment de l'impact de la dernière balle, la troisième présumée, la tête de Kennedy fait un mouvement arrière, comme si la balle venait de face, alors que dans la version officielle, la balle fatale est censée venir de dos. Et tous les spécialistes de balistique, on a essayé de le reproduire en laboratoire, etc. La tête ne va jamais en arrière,
si on tire dans le dos, si vous voulez. Hein. Donc le film en question, c'est vraiment le cœur de la recherche de la vérité. On va dire, moi, je ne prétends pas savoir qui a tué le président Kennedy. En revanche, il y a toute une série d'éléments qui vous permettent d'abord de contester les circonstances de la fusillade et puis ensuite de contester les conclusions de l'enquête. Ouais. C'est beaucoup plus difficile d'aller sur ce terrain-là, mais sur le plan des faits, je crois que n'importe qui, même moyennement informé des questions balistiques, de circonstances, de comment monter un guet-apens, etc., trouve ça totalement invraisemblable. Oui, parce que vous l'expliquez bien dans votre article, hein, la commission Warren est allée jusqu'à finalement inverser le mouvement de la tête de Kennedy sur la vidéo pour donner l'impression que la tête part vers l'avant et donc que la balle arriverait de l'arrière. Et ça, rien que cette falsification serait en soi un aveu de culpabilité. Hein. Je me tourne vers Jean-Louis Tremblay. Merci Clémence, merci Thierry pour ces explications très claires. Effectivement, vous pointez un certain nombre d'impossibilités techniques. De fait, la carabine avec laquelle Lee Harvey Oswald a tiré avait été acheté par correspondance et d'occasion. C'était une marque italienne. Il avait de la même manière adapté sur cette arme une lunette de visée d'origine japonaise, également achetée d'occasion et par correspondance. Bon, c'est quand même pas du matériel de professionnel, d'autant que cette lunette de visée était destinée au marché des 22 longs rifles, donc petit calibre qui n'est pas destiné à taper une cible à plusieurs dizaines de mètres. Donc effectivement, il y a eu de nombreux tests qui ont été réalisés après 1963, après 1964, avec des tireurs émérites de l'armée notamment, et bien peu, même s'ils étaient classés tireurs d'élite dans leurs unités militaires, ont réussi à tirer 3 balles en moins de 6 secondes avec la même arme sur une cible en mouvement à 75 mètres, je crois, entre 75 et 100 mètres. Bien. Donc, il y a déjà ce premier problème. Il y a un autre fait troublant que vous évoquez dans votre livre, c'est le test dit de la paraffine. C'est-à-dire que, en fait, immédiatement après, je rappelle que Lee Harvey Oswald a été arrêté dans les heures qui ont suivi le 22 novembre et qu'il a été abattu par le fameux Jacques Ruby, on y reviendra, 48 heures plus tard dans le commissariat. Bon, très étrange et très rapide. Toujours est-il que ce test de la paraffine est destiné à marquer les traces de poudre sur les doigts du tireur présumé. Or là, il s'est avéré négatif. Donc ça, c'est un élément de plus. Et je terminerai, outre ces considérations techniques, je crois qu'il faut revenir sur la personnalité et les motivations supposées de Lee Harvey Oswald. Voilà, officiel. On l'a fait passer pour... Il y a 2 choses qui ressortaient de son portrait fait hâtivement, comme s'il avait déjà été préparé, en fait. 3 choses qui, finalement, ont joué en sa défaveur, si on peut dire, puisqu'il n'a pas été jugé. Mais toujours est-il qu'il est passé immédiatement pour le coupable et on a accrédité la thèse de la commission Warren. C'est son passé de marine, c'est-à-dire qu'il a fait son service militaire dans l'unité des Marines et qu'il avait été labellisé sharpshooter, c'est-à-dire tireur d'élite. Bien. Et ça, évidemment, les services de renseignement, CIA et FBI ne pouvaient pas l'ignorer. 2, on l'a fait passer pour un type un peu dérangé. Alors, c'est toujours facile, c'est la thèse du loup solitaire, il est un peu fou, comprenez, passe à l'acte. On connaît ça aujourd'hui avec les terrorismes islamistes. Et 3e point, ses motivations politiques. Voilà. Alors, on a dit, voilà, c'est un militant castriste. Bon, effectivement, il a fait un séjour à Moscou, etc. Mais d'un autre côté, il militait ouvertement dans un groupuscule anti-castriste dans son état d'origine. Voilà, donc il y a de nombreuses zones d'ombre comme ça. Je crois que vous allez y revenir et puis nous expliquer ce qui se passe. Non, mais c'est vrai que c'est très amusant, ça, également. Après, il y a les thèses et les hypothèses, évidemment, avec les thèses dites du complot. Voilà, on va y revenir. Oui, on va y revenir. On a encore un petit peu de temps, mais il faut. Non, parce que finalement, c'est intéressant. On voit que le rapport officiel est biaisé, clairement, peut-être même volontairement, enfin très sûrement volontairement, d'après la lecture de Thierry Lenz. Donc, pardon, mais ce qu'on appelle les théories du complot sont tout simplement d'autres hypothèses qu'on a le droit d'ouvrir. Mais on va y venir. Mais d'abord, continuons sur, en effet, la version officielle qui ne tient pas debout. Thierry Lenz, si vous voulez réagir à tout ce qu'a évoqué Jean-Louis Tremblay. Oui, bien sûr. Ce qu'évoque Jean-Louis est évidemment, de mon point de vue, parfaitement exact. Et c'est
je dirais, c'est le cœur un peu technique de ce que les Américains appellent la cover-up, c'est-à-dire la couverture ou le biaisage des résultats de l'enquête. Ils sont absolument incontestables. D'ailleurs, les tenants de la thèse du terreur unique se sont arrachés les cheveux pour essayer de prouver que une balle qui rencontre des os, de la chair, etc., n'est jamais déformée, que ce fusil, effectivement, il y a même eu un expert qui a dit que c'est parce que le fusil était mal réglé que Oswald a réussi son coup. Donc, c'est merveilleux, ça. Tout à fait, c'est merveilleux. Et donc, sur le plan technique, il y a déjà une grande impossibilité pour que le déroulement des faits tel qu'il est présenté par la commission Warren puisse être accepté. Il faudrait vraiment des exceptions à une chance sur 10 millions qui se réalisent pendant 3 fois dans 6 secondes pour que tout ça tienne la route. Donc je dirais que les faits eux-mêmes sont aujourd'hui établis. De toute façon, la commission du Congrès, sans désigner le coupable de la conspiration, a bien dit, puisqu'il y a eu 4 balles et 2 tireurs, ça veut bien dire qu'il y a eu conspiration. Une conspiration, c'est quand on est plus de 1 pour abattre le président des États-Unis. Cette commission ne conclut pas, mais son principal avocat, qui s'appelait Blakey, a ensuite lui-même retravaillé les conclusions de la commission du Congrès pour arriver à la désignation, non pas des coupables nommément, mais d'un groupe de coupables. À mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. J'ajouterais que ceux qui ont connu cette affaire, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui, on va dire, ont entre 60 et 90 ans, ont toujours l'impression qu'ils ont toujours vu ce film de l'attentat. Or, le film de l'attentat, il n'a pas été montré dans les heures qui ont suivi. Il a été montré dans les années 70, au début des années 70, parce qu'un avocat américain avait exigé, au cours d'un procès, que ce film soit montré. Avant cela, on n'avait que des photos. D'ailleurs, Paris Match avait diffusé toute une série de photos, image par image du film. Et c'est ce que fait la commission Warren. Et justement, pour ne pas montrer ce mouvement vers l'arrière, elle avait inversé les photos, vous l'avez dit tout à l'heure. Et lorsqu'on en a fait la critique, les responsables de la commission Warren ont dit que c'était une erreur d'impression. Donc, vous voyez, le rapport le plus important de l'histoire des États-Unis fait l'objet d'une erreur d'impression. Quand ça se passe dans une entreprise ou chez un libraire, on licencie évidemment celui qui a relu les épreuves. Oui, évidemment. Alors on continue d'en parler. Excusez les petits oiseaux, c'est un coucou qui sonne malheureusement à heure fixe. En tout cas, c'est absolument passionnant. On continue de reparler de ce mystère de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy avec Thierry Lenz, avec Jean-Louis Tremblay. Mais on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. L'Allemagne prête à envoyer des chars de combat en Ukraine, c'est ce qu'indiquent des médias allemands avant une prise de parole à la mi-journée du chancelier. Les États-Unis pourraient aussi suivre, indiquent des journalistes américains. Cela serait une autre provocation évidente, réagit l'ambassadeur de Russie aux États-Unis. La Nouvelle-Zélande se dote d'un nouveau Premier ministre après la démission de Jacinda Ardern la semaine dernière. Son successeur Chris Hipkins a été investi aujourd'hui lors d'une cérémonie à Wellington, la capitale du pays. En France, après une année particulièrement difficile, le ministre de la Transition écologique dévoile son plan national anti-sécheresse dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France. Christophe Béchu annonce la création d'une application pour signaler les épisodes de sécheresse en temps réel sur le modèle des préventions de coupures d'électricité. Objectif, réduire de 10% le prélèvement d'eau dans les sous-sols, alors que le GIEC prévoit jusqu'à 40% de baisse du niveau des cours d'eau d'ici 2050. Des caméras de surveillance avec intelligence artificielle, des scanners corporels pour le filtrage ou des sanctions en cas d'intrusion sur une piste ou une pelouse. C'est ce que prévoit un projet de loi voté par les sénateurs hier en vue de la préparation des Jeux Olympiques 2024. Et puis un match très attendu dans moins d'une demi-heure à l'Open de tennis d'Australie. Le joueur serbe Novak Djokovic affronte le russe Andrei Rublev pour une place en demi-finale. Et on finit sur un point météo, Emmanuel. Et ce matin, attention au brouillard givrant dans l'ouest et au nord.
nord. Cet après-midi, le temps froid se maintient avec quelques giboulées possibles près des Pyrénées et sur le Massif central. Côté température, comptez moins 2 degrés à Lille, 3 à Paris, 5 à Marseille et 7 degrés à Nice. Et puis aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint-Paul, Sainte-Ananie et Saint-Prix. Merci beaucoup Emmanuel Noël. Et tout de suite, nous retrouvons notre invité Vue de haut. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Le 22 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Très vite, les versions officielles nous désignent un coupable, tout désigné d'ailleurs, Lee Harvey Oswald. Que s'est-il vraiment passé ? Eh bien, c'est ce dont on discute aujourd'hui avec Thierry Lenz, historien, d'ailleurs contributeur régulier au Figaro Magazine, l'un des meilleurs spécialistes de Napoléon Ier, directeur de la Fondation Napoléon, mais également spécialiste, grand connaisseur de cette affaire Kennedy et auteur de ce livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État » aux éditions Nouveau Monde. Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Tremblay, qui suit très bien aussi cette enquête, cette affaire, grand reporter au Figaro Magazine. Alors, la question qui se pose, on a commencé quand même à évoquer en tout cas la thèse officielle et en quoi celle-ci ne tient pas la route. C'est pourquoi finalement cacher la vérité, Thierry Lenz ? Alors, là, il faut que ce soit à peine long, si vous voulez, sur cette affaire. Je ne crois pas au complot d'État, vous voyez, d'une grande réunion entre la CIA, le FBI, avec éventuellement le président Johnson, etc., qui disent il faut le neutraliser. Enfin, vous savez, un peu genre affaire du Rainbow Warrior, où Mitterrand dit il faut le neutraliser et on coule le bateau. Je pense que on est dans une ambiance, d'abord aux États-Unis, qui est une ambiance de grande violence à cette époque, et d'existence sur l'ensemble du territoire des États-Unis, mais particulièrement dans le sud, de groupes qualifiés à l'époque d'extrême droite, qui sont des groupes anticastristes, qui sont des groupes très liés à la mafia pour des raisons d'affaires. Historiquement, on a prouvé, par exemple, que la mafia avait aidé au débarquement en Sicile parce qu'il y avait eu un accord en 1943 entre le gouvernement et la mafia. Bien, on est exactement dans la même configuration. Cette fois-ci, l'accord porte sur Cuba, Fidel Castro, qu'il faut renverser, etc. Ces groupuscules sont des groupes action, on va dire, qui ne sont pas d'ailleurs composés d'idiots patentés, comme l'était probablement un peu Oswald, mais de gens extrêmement décidés, extrêmement intelligents, extrêmement prêts aux actions violentes. C'est probablement à l'intérieur de ces groupes qu'il faut chercher, je dirais, l'équipe action, c'est-à-dire celle qui a réalisé l'attentat. On a des noms qui ont circulé, on a des idées. Un policier de Dallas est particulièrement mis en cause, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est un complot d'État. Or, ce qui se passe, c'est que au moment de l'assassinat de Kennedy, au moment de l'arrestation d'Oswald, qui est un peu miraculeuse, qui a probablement été arrangée par les conspirateurs eux-mêmes pour faire de Oswald le bouc émissaire, on s'est aperçu dans les milieux officiels très élevés, le patron du FBI, J. Edgar Hoover, à cette époque, le patron de la CIA, on s'est aperçu que tous ces gens étaient connus par les services. Non seulement ils étaient connus, mais ils étaient employés. Et donc, on s'est dit, en gros, si ça s'apprend, ça va faire un scandale épouvantable et on va nous accuser d'avoir comploté contre le président, etc. Et c'est probablement de là que vient le début du masquage de la vérité. Parce que tous ces gens se connaissent et travaillent ensemble. La commission du Congrès a montré que des protagonistes mineurs de l'affaire, des petites mains, des petits patrons de groupes action, etc., fréquentaient les grands hommes politiques américains, Richard Nixon, Johnson, J. Edgar Hoover, etc. Donc vous vous rendez compte que cet assassinat, en plus qui a été, la preuve d'une grande défaillance de la sécurité autour du président, cet assassinat ne pouvait pas avoir été réalisé par des gens qui étaient connus par les services. Donc c'est probablement de là que vient le démarrage de tout ça. On sait par exemple que le FBI de Dallas a détruit
le dossier de Oswald. Alors, ils disent toujours par routine, hein, vous savez, c'est un mot américain, by routine. Voilà. Et ils ont détruit immédiatement le dossier pour ne pas qu'on découvre que le FBI de Dallas travaillait avec Oswald et avec l'entourage de cet assassinat, Ruby, les grands mafieux du sud des États-Unis. Je termine en disant que sur l'accusation de castrisme de Oswald, on a, je vais dire, la preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il était adhérent à des groupes anticastristes à la Nouvelle-Orléans, qui se trouvaient avoir leur siège sur une place de la Nouvelle-Orléans où se trouvent les services secrets de la Marine, le FBI, l'antenne locale de la CIA, etc. Oui. Tous ces gens se retrouvaient au même bistrot, qui existe d'ailleurs encore, on peut aller y boire un verre et rencontrer des hommes armés qui ne sont rien d'autre que les membres de ces services officiels. Ça fait un certain nombre de faisceaux d'indices. Jean-Louis Tremblay. Oui, vous faites bien de replacer dans le contexte historique et notamment d'évoquer la question de Cuba, parce qu'elle est cruciale dans cette affaire. Quelques années plus tôt, quelques années avant cet attentat, évidemment, il y a eu la prise de pouvoir par Fidel Castro et ses Barbudos, donc établissement d'un État communiste à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. L'année précédente, la crise des missiles, qui a failli à l'époque déclencher une guerre nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Alors pourquoi la mafia et Cuba ? Tout simplement parce que à l'époque du dictateur Batista, qui était soutenu par les États-Unis, qui a été chassé par les communistes de Fidel Castro, la Havane, c'était un petit peu le Las Vegas de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on allait y jouer, on allait y faire des tas de choses qui étaient interdites par le puritanisme américain. Donc il y avait des casinos, des tripots, et tout ça était contrôlé par la mafia. On le voit d'ailleurs très bien dans le film Le Parrain de Francis Ford Coppola, à un moment où, avec Pacino et Marlon Brando. Donc ça, c'est première chose. Et la mafia, évidemment, soutenait tous ceux qui voulaient que l'Amérique reprenne le contrôle de cette île, qui était vraiment une machine à faire du cash. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la mafia, finalement, et disons les choses, avait beaucoup investi dans la famille Kennedy. Le père Joe, pendant la Prohibition, et avait traité ouvertement avec les mafias italiennes et irlandaises, et ses fils ont été élus grâce à l'appui des nervis mafieux. Donc, ça faisait beaucoup. Et ils estimaient que finalement, Kennedy devait leur rendre la monnaie de leur pièce. Or, dès qu'il est arrivé, il a fait la chasse au crime organisé. Donc, il y avait aussi là un grief de la mafia envers la famille Kennedy. Et la CIA, le FBI, tout simplement, pourquoi ? Par anticommunisme. Pour eux, il faut voir qu'on n'est que quelques dizaines d'années après la chasse aux sorcières. Il y a un climat hystériquement anticommuniste aux États-Unis. Et que pour des agents de la CIA et du FBI, notamment ceux qui ont participé à l'opération calamiteuse de la Bec des Cochons, qui est une tentative de reprise du pouvoir à Cuba, c'est puis un échec lamentable, comme bien des opérations américaines du reste, voilà, on a un climat. Et pour eux, Kennedy, finalement, c'est un réformiste pour nous, dans nos lignes de décryptage politique, mais pour un Américain de l'époque, Kennedy, c'est un crypto-communiste. Donc, il faut l'abattre, d'autant qu'il milite pour les droits civiques, c'est-à-dire l'abolition de la ségrégation, etc. Et que dans le Sud, vous l'avez bien mentionné Thierry, dans le Sud, ça ne passe pas. Donc, effectivement, il y a plus de mobiles, si vous voulez, du côté de ces officines qui gravitent entre mafia et CIA et FBI que du côté de Lee Harvey Oswald. Après, j'ai envie de conclure, comme Socrate, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, même 60 ans après. Et moi, je voudrais, Thierry Lenz, revenir sur les derniers propos de Jean-Louis Tremblay. Finalement, on voit les intérêts de la mafia, éventuellement, à vouloir se débarrasser du fils Kennedy. On voit les intérêts de la CIA, mais quels sont les liens ? Vous disiez qu'ils travaillaient ensemble. Quels étaient les liens entre la mafia et la CIA ? Et le rôle de Jack Ruby aussi, de l'assassin. Et alors, c'est un peu ce que vient de dire Jean-Louis, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'intérêts, oui. Et les services secrets de cette époque, mais probablement ceux d'aujourd'hui aussi, employaient pour les tâches inavouables des hommes de main
qui faisaient partie des organisations criminelles. Thierry, ça se passe dans tous les services secrets du monde. Et à l'époque surtout, hein, souvenez-vous des années Barbouz et... Oui, bien sûr, bien sûr. L'affaire de la Nouvelle-Orléans est extrêmement importante. Alors c'est vrai que c'est le procureur Jim Garrison, celui qu'on voit dans le film d'Oliver Stone, qui a mené une enquête immédiatement après l'attentat parce que Oswald avait habité longtemps à la Nouvelle-Orléans et il avait eu des confidences par probablement des indicateurs que Oswald avait un petit peu trafiqué avec des officines à la Nouvelle-Orléans. Donc il a mené une enquête qui malheureusement a été assez mal menée par ces hommes. Et toujours est-il qu'il a découvert notamment l'existence à la Nouvelle-Orléans d'un petit groupe mené probablement par un rationnaire de la CIA qui travaillait pour tout le monde. C'est-à-dire que ces gens-là travaillaient le matin pour la mafia, l'après-midi pour la CIA, parfois pour les deux en même temps, pour des opérations clandestines. C'est une époque où les États-Unis, Jean-Louis l'a très bien dit, sont hystériquement anticommunistes et il se passe sur le territoire des États-Unis des choses absolument inavouables. Il y a une autre enquête du Congrès qui a montré que la CIA, qui n'a pas le droit d'intervenir sur le territoire des États-Unis, c'est un service extérieur, la CIA a mis sur écoute des milliers de gens. Cette époque. Elle a recruté des indicateurs dans tous les milieux, y compris sur les campus universitaires, qui à l'époque étaient des havres de liberté, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais voilà, il y avait une ambiance anticommuniste et anticastriste hystérique aux États-Unis, et tout le monde s'est retrouvé autour de l'objectif de faire chuter Castro, et on va dire, avec en complément cette haine non pas de John Kennedy, mais de Robert Kennedy, le frère qui était ministre de la Justice et qui menait une guerre impitoyable au crime organisé à ce moment-là. Alors même, comme l'a aussi bien dit Jean-Louis, les Kennedy auraient dû renvoyer l'ascenseur à tous ceux qui les ont aidés à être élus, et notamment dans la région de Chicago, où on sait aujourd'hui que l'élection présidentielle de 1960 a été truquée par la mafia. Kennedy avait été élu avec 100 000 voix d'écart. Dont on peut dire une bonne dizaine de milliers venaient de ce trucage des élections dans la région de Chicago. Donc il y avait une espèce de deal tacite entre la mafia et les Kennedy que les Kennedy n'ont pas respecté, et ce qui fait que Castro plus ce compte à régler donne ce guet-apens de Dallas. Je voudrais ajouter aussi que c'est une affaire qui est assez ancienne maintenant, qui a un peu disparu du paysage, y compris américain, parce que il y a eu le 11 septembre, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu tout un tas d'autres événements traumatisants pour la démocratie, j'ai mis des guillemets, américaine. Mais il y a encore aujourd'hui une passion. J'ai vu à la parution de mon article, il y a eu des messages qui ont été postés sur le site du Figaro, j'ai reçu moi-même des messages. Tout le monde a son idée là-dessus. Oui. Hein, et évidemment, moi, je ferai partie du complot parce que je ne veux pas dire que c'est Johnson qui a organisé l'attentat de Kennedy. Ceci étant dit, c'est une affaire aujourd'hui qui est historique. Hein. Il n'y a plus, malheureusement, les commanditaires, les exécutants, etc. sont tous morts. D'ailleurs, beaucoup ont beaucoup parlé avant de mourir. Et puis, voilà, c'est un élément de l'histoire américaine. Ça n'est pas une affaire, un fait divers, c'est une affaire extraordinairement politique qui dit beaucoup sur la société américaine des années 60. Alors, beaucoup de choses. Alors, puisque vous parlez de conspiration, il y a un élément, d'ailleurs, qui ressort beaucoup dans les réseaux sociaux, que je voudrais évoquer avec vous après. C'est le célèbre discours de John Fitzgerald Kennedy en 1961. On va y revenir, mais d'abord, restons dans le déroulé de l'affaire. Cette version officielle a été également niée, interprétée de façon différente par le général de Gaulle lui-même. Vous le racontez dans cet article également. Parole rapportée évidemment d'Alain Perfit dans C'était de Gaulle. Le général de Gaulle qui confie « C'est bien simple, ce qui est arrivé à Kennedy, c'est ce qui a failli m'arriver » et il évoque le petit Clamart.
Oui, ça aussi c'est quelque chose pour voir. Nous avons une vision des États-Unis qui est très cinématographique. Hein. Donc on ne peut pas imaginer que l'époque de l'assassinat de Kennedy est la même que celle où l'OAS, grosso modo, essayait d'assassiner De Gaulle. Et c'est exactement, au fond, les deux systèmes d'organisation des attentats sont les mêmes, c'est-à-dire des groupes subalternes qui parfois échappent. Comme de mauvais génies, ils échappent à leur créateur. Et le général de Gaulle a eu une longue conversation avec Alain Peyrefitte. À l'époque, Peyrefitte était ministre de l'Information, donc il était une espèce de porte-parole du gouvernement. Et le général de Gaulle le recevait très fréquemment pour lui donner les lignes de son discours. Et au retour des obsèques de John Kennedy, de Gaulle a une assez longue conversation avec Peyrefitte, où il lui dit ce que vous venez de dire, cette affaire-là, c'est une affaire louche. Il traite d'ailleurs Oswald de Minus Abens, qui est très gaullien comme réflexion, et puis il conclut en disant, mais vous savez, Peyrefitte, on ne saura jamais la vérité, parce que si on sait la vérité, il n'y a plus d'États-Unis. Hein. Je crois que De Gaulle avait, comme souvent d'ailleurs, avait bien perçu le fond de l'affaire, c'est-à-dire c'est tellement lié, sans avoir été commandité par les officiels, c'est tellement lié avec les officiels, c'est un tel scandale de voir que ces groupuscules fonctionnaient avec l'aide du gouvernement américain que, évidemment, on ne dira jamais la vérité là-dessus, et que si on la connaissait, le public américain n'admettrait pas que les choses se soient passées ainsi. Ça, c'est aussi un espoir que l'histoire nous a montré qu'il était totalement vain. Le peuple américain est aussi passif que les autres peuples. Jean-Louis Tremblay à ce sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et avec cette comparaison Dallas Petit Clamart pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je rappelle, le Petit Clamart, attentat contre la personne du général de Gaulle qui se rendait à l'aéroport de Villacoublay, il en réchappe sans une égratignure. Alors ça, le Petit Clamart, c'est une opération ratée. Dallas, c'est une opération réussie. C'est la première différence. La deuxième, c'est si tant est qu'il y ait eu un complot, comme on le disait plus tôt, et un deuxième tireur, c'est d'un niveau de professionnalisme abouti, Dallas. Le Petit Clamart, c'est, je rappelle, un commando de 12 hommes dirigé par Bastien Thierry, qui est certes officier, mais officier dans l'armée de l'air, polytechnicien. C'est pas ce qu'on appelle un opérationnel dans l'armée. Hein. Il n'a jamais participé auparavant à des opérations homicides. Ils sont 12, ils tirent sur le cortège du général, et notamment sa déesse, près de 200 cartouches. Seulement 14 vont atteindre le véhicule, et Charles de Gaulle et sa femme Yvonne n'ont rien du tout. Bon, ça me paraît très très peu professionnel, et je ne remets pas en cause le courage de la douzaine de membres du commando OAS, et ça c'est un autre problème, c'est un problème politique, mais je ne fais que constater les faits. Alors ce que je crois, c'est que le général de Gaulle a un an d'écart, puisque ces deux attentats ont eu lieu un an d'écart, hein, le Petit Clamart en 62 et puis Dallas en 63, a une petite émotion rétrospective. Il se dit, oulala, ça aurait pu m'arriver. Donc voilà, je crois que, parce que les propos tenus, il faut les replacer aussi dans un contexte précis, il est dans l'avion du retour avec Alain Peyrefitte. Et il lui dit ça, et effectivement, à l'époque, il y a aussi en France des liens entre certaines officines de sécurité et les milieux interlopes qui sont ceux de la pègre, etc., que les membres de la pègre sont recrutés indifféremment, soit par l'OAS, soit par les services gaullistes de Focard, hein, les fameux barbouzes, et qu'il y a une guerre sourde entre ces ces multiples officines qui parfois d'ailleurs changent de camp. Hein. On peut être agent double, triple, voire plus si entente. Il ne faut pas oublier que les barbouzes de Gaulle chargés d'aller éliminer les commandos Delta en OAS avaient été recrutés à la fois dans la résistance et
dans la Gestapo française. Donc, vous voyez, on peut voir les choses en noir et blanc, mais je crois que le parallèle établi par De Gaulle est un peu audacieux. Voilà, je me permets de le dire. Oui, alors, il dit bien, c'est ce qui a failli m'arriver. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que la comparaison que vous faites est assez exacte, parce que quand on regarde la composition du commando et de l'entourage du petit Clamart, on se trouve dans une configuration style... Exactement. Il y a à la fois la pègre, il y a à la fois d'anciens légionnaires, il y a à la fois des réfugiés hongrois politiques, anticommunistes. Voilà. Ouais. Et quand on regarde ce qu'on sait de cette opération, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des hommes, alors pour Dallas, des hommes qui savent organiser ce type de guet-apens, mais le reste, ça vole quand même pas haut. Hein. Ce sont des hommes d'action qui réfléchissent assez peu. Au fond, pour un citoyen normal, aller assassiner son président, c'est quand même quelque chose d'un peu anormal. Hein. Là, on se trouve face à des individus qui réfléchissent assez peu, qui ont une mission, qui sont des espèces de machines à tuer, hein, parce que le crime dans le sud des États-Unis à l'époque est un sport pratiqué par beaucoup de gens, et on va dire la tête de la conspiration, qui est assez bien identifié aujourd'hui, le fameux clé chaud dont parle le film d'Oliver Stone était probablement dans le coup, Guy Bannister qui était le chef de cette groupuscule de la Nouvelle-Orléans, ceux-là sont plutôt des gens qui savent faire. Et ça, il y a des minus abens, comme dirait le général de Gaulle, dans lesquels il y a le très mystérieux Oswald, qui est un tout jeune homme. Hein. D'ailleurs, il a 24 ans à ce moment-là, qui a effectivement vécu en Union soviétique, mais qui est, on va dire, le bouc émissaire parfait. C'est-à-dire, on aurait voulu pointer du doigt les communistes, qu'on n'aurait pas pris un autre bouc émissaire. Hein. C'est véritablement... Oui, il cochait toutes les cases. Hein. Il cochait toutes les cases, et je dirais que c'est la moindre des choses dans une opération clandestine. On vous dit toujours, c'est pas possible, c'est trop compliqué, etc. Mais alors, dans ce cas-là, aucune action clandestine qui peut avoir lieu. Hein. Ce sont des méthodes d'action qui sont, j'allais dire, parfaitement connues. Enfin, qui sont, en tout cas, dont on sait qu'elles existent. Hein. Toutes ces opérations ont été montées de façon précise, exécutées d'ailleurs à Dallas de façon absolument impeccable. Le hic, c'est le film, c'est le fait qu'on ne puisse pas croire à la version officielle, et puis c'est ce lien qui a fini par être établi entre Oswald, la CIA et le FBI, et puis surtout l'assassin de l'assassin, Jack Ruby, dont on sait, l'enquête du Congrès l'a montré, c'est un homme, petite main de la mafia, et il a été commandité pour aller tuer Oswald. L'enquête du Congrès a montré, par exemple, qu'il a bénéficié de complicité. Il y a même les noms des agents qui lui ont ouvert les portes dans le rapport pour entrer dans le commissariat et s'approcher quand même. Vous arrêtez le tueur de votre président et puis vous le trimballez dans les couloirs au milieu d'une foule totalement non filtrée. Ouais. Philippe Labro, qui était journaliste à l'époque à Dallas, a souvent raconté qu'en fait, il a rencontré Ruby à l'hôpital où Kennedy où on a constaté la mort de Kennedy, qui s'est ensuite promené dans les couloirs du commissariat de Dallas en toute liberté. On aurait voulu jeter la cible dans le champ de tir qu'on n'aurait pas fait autrement. Ouais, c'est très intéressant, Thierry. Je voudrais, puisqu'on a bientôt fini cette discussion autour de la mort de John Fitzgerald Kennedy, qui restera en tout cas toujours mystérieux, ça c'est la seule chose que nous savons, comme l'a rappelé Jean-Louis Tremblay, oui. Qu'on revienne sur les motifs de l'assassinat et un discours qui fait beaucoup parler également. Donc je suis obligée d'en parler aujourd'hui. Le discours de John Fitzgerald Kennedy, donc encore président, au Waldorf Astoria Hotel à New York City, le 27 avril 1961, donc contre les sociétés secrètes. On va vous diffuser l'extrait en anglais et puis je traduis derrière. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently. Le mot secret est en lui-même répugnant dans une société libre et ouverte. Et en tant que peuple par nature et historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. That relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence.
Parce que nous devons faire face tout autour du monde à une conspiration massive et impitoyable qui s'appuie d'abord sur des moyens déguisés permettant le déploiement de leur sphère d'influence basée sur l'infiltration plutôt que l'invasion, utilisant la subversion plutôt que les élections, l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, CIA, Mossad, etc., économiques, scientifiques et politiques. Leurs planifications sont occultées et non publiées. Leurs erreurs sont passées sous silence et non relayées par la presse. Leurs détracteurs sont réduits au silence. Voilà le discours du président John Fitzgerald Kennedy, donc contre ces sociétés secrètes qu'il cite quasiment nommément. Est-ce que vous pensez, vous, Thierry Lenz, que ce discours a joué un rôle dans un sens ou dans l'autre? Non, je dirais qu'il a bonne mine, Kennedy, de critiquer tout ça, parce que on sait depuis que les petits groupuscules et les serments secrets, il était un spécialiste de ça. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, sa moralité, son action était un peu discréditée, mais les historiens ont montré qu'en fait, ce tout jeune homme, il avait 42 ans, je crois, au moment de son élection, a mûri au contact de la présidence. Ça nous fait penser à quelqu'un. C'est-à-dire qu'au départ, il a joui du plaisir d'être président, et puis ensuite, il s'est rendu compte que c'était quelque chose de très sérieux. Jean-Louis parlait tout à l'heure de l'affaire de la baie des Cochons. On est vraiment de l'affaire des missiles, pardon. On sait aujourd'hui qu'on est passé à 2 doigts de la guerre nucléaire à ce moment-là. Et ça, Kennedy le savait, et ça a été, on va dire, le moment de sa renaissance politique, parce que c'est la première fois qu'il s'est opposé à cet entourage de sociétés secrètes et d'instruments secrets pour imposer la décision politique. Donc, il était, comment dire, il mûrissait, on va dire, sur ce genre de questions. Et puis, pour mettre en parallèle un autre discours, c'est le discours d'adieu de Eisenhower, au moment où il a quitté la politique active, où il a achevé son 2e mandat, où il mettait en garde les Américains contre la même chose, les sociétés secrètes et le complexe militaro-industriel qui, disait-il, avait tendance à vouloir dominer le gouvernement américain. Donc on est dans une ambiance qui n'est pas juste un film de cow-boy, comme disait le général de Gaulle. C'est véritablement une affaire politique au sens le plus large possible, parce que ça n'est pas juste du coup de feu. C'est aussi une façon de voir les sociétés, une façon de voir les dessous, le dessous de la croûte du pouvoir, parce qu'il s'y passe toujours des choses. Ce qui se passe en surface est souvent la conséquence de choses qui se passent plus profondément, qui sont pas très avouables et qui sont éminemment humaines, quoi. Si vous voulez, l'homme politique qui viendra vous dire qu'il n'a que sa mission et ne vit que dans sa mission et ne fréquente que des gens qui sont aptes à lui permettre de remplir sa mission ne vous dit pas la vérité. La vie continue, même lorsqu'on est président des États-Unis. Mais vous ne pensez pas malgré tout, là vous dites il a beau jeu, avec évidemment tous les liens que vous aviez cités plus tôt, notamment avec la mafia, malgré tout justement peut-être qu'il avait pris, on va dire, de bonnes résolutions, je vais le dire avec des mots d'enfant, mais oui. et peut-être que cela a contribué à vouloir se débarrasser d'un élément gênant qui en plus avait une dette vis-à-vis d'eux. Oui, alors je crois complètement. Et puis un des responsables indirects de l'assassinat, c'est le frère, c'est Robert Kennedy. Et lui, pour le coup, oui, bien qu'étant un vrai politique impitoyable, avait, compris que le mandat de son frère devait, reprendre des voies un petit peu plus normales. Je vous donne un exemple. John Kennedy avait une maîtresse qui était une maîtresse commune entre lui et le patron de la mafia de la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello. Le FBI, il l'a su assez vite. Il a fallu quand même prévenir le président en disant, écoutez, vous avez une vie sexuelle extrêmement active, mais choisissez vos maîtresses un peu différemment, quoi, parce que
il y avait une espèce de pont. Alors, bien sûr, le président n'a pas trahi, n'a pas donné d'informations, etc. Mais enfin, c'est quand même tout à fait troublant que le président et Carlos Marcello, qui est un petit... une frappe, quoi, en quelque sorte, est une maîtresse commune, et que si elle voyait le président dans l'après-midi, elle voyait le mafieux le soir, quoi. Oui. C'est tout à fait... Alors, ça, il a compris à un moment donné. Hoover, le patron du FBI, lui en a parlé ouvertement. Son frère aussi a essayé de le calmer, parce que un des problèmes de Kennedy, c'est une, pardon de le dire, mais enfin les enfants sont à l'école, c'est une vie sexuelle totalement débridée, totalement imprudente. C'est véritablement, c'est presque un film, quoi. Hein. Il avait besoin d'avoir tous les jours une nouvelle femme, etc. Et tout ça, c'était extrêmement dangereux, parce qu'on sait très bien que les confidences sur l'oreiller sont celles que l'on fait le plus facilement. Oui. Alors, allez, le mot de la fin pour Jean-Louis Tremblay. Bon, le mot de la fin, il s'impose, vu ce que vous venez de dire sur l'activité débridée en matière sexuelle de John Kennedy. On pourrait dire que l'Amérique, nous avons eu DSK et l'Amérique a eu JFK. Voilà, c'est le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup à vous, Jean-Louis Tremblay. Merci beaucoup à vous, Thierry Lenz. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de la Fondation Napoléon. Vous avez écrit de nombreux livres sur Napoléon, notamment Les mythes de la Grande Armée aux éditions Perrin, mais également grand connaisseur de l'affaire Kennedy. Pour tous ceux, j'imagine que cette affaire a vraiment passionné. Eh bien, vous pouvez vous reporter au livre de Thierry Lenz, L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État aux éditions Nouveau Monde. Et puis cet article du Figaro Magazine, bien sûr. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.